dans ce premier atelier virtuel organisé par Climate Change, l'Observatoire mondial de l'action climat non étatique. Premier atelier donc, de cette semaine de présentation du rapport que nous avons publié ce lundi. J'attends que chacun puisse entrer. On va démarrer sans plus attendre. Je me présente, je m'appelle Antoine Gillot, je suis donc coordinateur de l'Observatoire mondial de l'action climat non étatique, avec mes collègues Samuel Laval, Tania Martha Thomas et Marine Brunier. Nous sommes les co-auteurs du bilan mondial de l'action climat par secteur, qui a donc été publié ce lundi, que nous allons donc vous présenter brièvement aujourd'hui, et autour duquel nous allons avoir un premier temps de réflexion avec nos invités, nos panélistes du jour, sur la question: quels outils pour accélérer la décarbonation du mix électrique et l'électrification des usages. Donc avant toute chose, petit point logistique, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Il est également interprété en français et en anglais. Vous pouvez utiliser le petit bouton en forme de globe en bas de votre écran pour choisir la langue que vous préférez écouter. Ce webinaire va donc durer 1h30. Je vais donner tout de suite la parole à mon collègue Samuel Laval, donc, qui est chargé de recherche à l'Observatoire, qui va vous présenter brièvement Climate Change, l'Observatoire, et donc la publication que nous avons sortie ce lundi. Samuel, c'est à toi. Bonjour, merci beaucoup Antoine. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Oui, très bien. Parfait. Et donc, effectivement, un atelier aujourd'hui consacré à la question de l'accélération de la décarbonation du mix électrique et en parallèle l'accélération de l'électrification des usages. Donc, je vais d'abord faire une présentation assez rapide de Climate Change et surtout de ce bilan sectoriel 2021 qui adopte un nouveau format cette année. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Pascal Chariot. Puis ensuite, je reviendrai pour parler d'enseignements propres au thème d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Climate Change, c'est une association qui a été fondée en amont de la COP21 qui réunit des acteurs non étatiques pour les faire travailler ensemble sur la question de l'action climat. Aujourd'hui, les 3 activités principales de Climate Change, c'est son site internet Portail de l'action, qui met l'accent sur les projets de terrain, les bonnes pratiques, notamment des projets implémentés sur le continent africain. L'Observatoire de l'action climat, qui donc a publié ce bilan sectoriel avant-hier, donc, dont le but est d'analyser l'action climat effectuée au niveau mondial. Et ensuite, Climate Change organise des événements, notamment des sommets Climate Change, pour réunir justement tous ces acteurs non étatiques dans leur diversité. Et donc, Climate Change est financé par une dizaine de partenaires publics comme privés. Ce bilan sectoriel a pour but de s'intéresser aux actions réalisées, alors que tous les regards sont parfois tournés vers les promesses, les engagements. L'Observatoire s'intéresse à ce qui est fait. L'objectif, c'est de raconter l'histoire de l'action climatique derrière les chiffres des émissions de gaz à effet de serre, en s'appuyant sur des études et des rapports spécialisés. Donc, le bilan mondial de l'action climat par secteur, c'est la seule publication qui offre une synthèse globale de la façon dont les entreprises, les gouvernements locaux et la société civile ont agi pour le climat au cours de l'année écoulée, donc 2020-2021 pour cette édition. Et on se concentre sur les 6 secteurs principaux d'émissions: énergie, transport, bâtiment, industrie, déchets et usage des sols. Donc cette année, pour sa 4e édition, le bilan mondial de l'action climat par secteur, qu'on appelle aussi bilan sectoriel, il fait peau neuve, avec plusieurs rubriques qui structurent le bilan. Donc je vais les passer rapidement en revue pour vous donner un peu une idée de ce que vous pourrez trouver dans ce bilan. D'abord, le bilan il est divisé en 6 parties, qui sont donc les 6 secteurs que je viens de citer. Au début de chaque secteur, vous trouvez une double page comme ça d'indicateurs.
Donc, au total, c'est plus de 100 indicateurs qui permettent de donner un peu un aperçu de l'évolution des émissions et de l'action climat récente, issus de plus de 80 sources. Donc voilà, une double page pour planter un peu le décor. Ensuite, le cœur de l'analyse dans chaque secteur, ce sont les tendances qui, là, permettent vraiment d'analyser ce qui s'est passé cette année dans certains sous-secteurs d'émissions. Donc là, par exemple, vous pouvez voir l'exemple sur le sous-secteur du transport routier. Et donc, ces tendances se divisent en deux parties. Au début, un panorama des données, Data Overview, qui permet de faire un panorama général de l'évolution récente du sous-secteur. Et ensuite, un focus éditorial qu'on appelle l'œil de l'observatoire, en anglais des Observatory's Lens, qui permet là de se concentrer, de faire un focus régional sur des acteurs ou sur des actions, sur ce qui nous a semblé être important cette année pour expliquer l'évolution des émissions dans le sous-secteur. Ensuite, on trouve les signaux qui sont des événements, des initiatives, des transformations de marché qu'on ne peut pas encore qualifier de tendance, mais qui préfigurent en fait les tendances, qui préfigurent peut-être en tout cas les tendances de demain et donc qui sont intéressantes pour vous comme pour nous à surveiller. Et enfin, chaque secteur se termine par des cas d'études, dont certains sont écrits en partenariat avec des organisations, pour mettre en avant des initiatives et des bonnes pratiques en particulier. Donc là encore, issus de 16 pays, de tous les continents. Ce bilan sectoriel, on l'a structuré, le résumé de ce bilan, en 10 grands enseignements transversaux. Donc, vous pouvez retrouver ces 10 grands enseignements dans le résumé pour décideurs qui est sur notre site internet. Et avant de m'attaquer aux enseignements plus précisément sur la décarbonation du mix électrique et l'électrification des usages, je vais laisser Antoine passer la parole à Pascal Chariot. Merci Samuel pour cette présentation. Donc effectivement, c'est un rapport que vous pouvez trouver en ligne, consulter son résumé pour ceux qui n'ont pas le temps de lire et ceux qui veulent cibler un petit peu plus leur sujet de prédilection. N'hésitez pas à naviguer à l'intérieur du rapport. Il a été aussi fondé sur une interactivité qui vous permet donc de choisir plus spécifiquement les thèmes qui vous intéressent. Je me tourne tout de suite vers Pascal Chariot. Pascal, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Tu es président d'Enerdata. Enerdata, c'est une société de recherche et de conseil indépendante qui fête d'ailleurs cette année ses 30 ans. Vous êtes spécialisé dans l'analyse et la modélisation des questions énergétiques au niveau mondial. Chaque année, vous publiez notamment un bilan énergétique mondial qui, cette année, a analysé l'impact de la Covid-19 sur l'énergie et les émissions de CO2, et puis les changements structurels qui ont été causés ou qui sont à venir sous l'effet de la pandémie. Nous, à Climate Change, on utilise vos données justement comme base de travail pour observer l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous permet ensuite de comprendre comment orienter nos analyses sur les politiques publiques. Ça nous a amené cette année à comprendre notamment une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'électrification, et c'est le thème de notre discussion aujourd'hui, est le véhicule par excellence de transition d'un certain nombre de secteurs, que ce soit le transport, le chauffage des bâtiments, les industries lourdes ou même la mobilité internationale. Tout le monde parie, à tort ou à raison, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de progrès sur l'électrification. Et tout ça se retrouve au cœur des stratégies publiques et privées des acteurs. L'électrification permet des gains d'efficacité, mais la hausse de la demande à venir dans les prochaines années pourrait aussi générer de nouveaux besoins qui nous font poser la question, est-ce que la progression des énergies bas carbone dans les mix électriques est à la hauteur de l'électrification croissante de ces usages? Donc, c'est à moi. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous t'entendons pas, Pascal. Pour moi, on t'entend. C'est pas de ma faute. Non, c'est parfait. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je continue en français, si j'ai bien compris. Enchanté d'être là. Donc, je vais vous présenter effectivement quelques slides, puisqu'on aime les datas, pour voilà, clarifier un peu les enjeux et les tendances, à la fois en termes d'électrification et de décarbonation du mix électrique. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de ça et c'est un sujet majeur pour l'avenir et un levier de décarbonation de la société.
Tout d'abord, je suis revenu sur l'équation de Kaya, je ne sais pas si vous connaissez, qui montre que les émissions de CO2, c'est la multiplication d'un certain nombre de facteurs, de la population, de la richesse par tête, de l'intensité énergétique de l'économie et du niveau de carbonation de la production d'énergie. Et l'électricité, elle a deux contributions majeures, et donc il faut les deux, et à la fois. Il n'y a pas, la question, c'est pas tellement est-ce qu'il faut l'un puis l'autre ou dans l'autre sens, mais l'électricité permet à la fois des gains d'efficacité énergétique et des gains et une baisse et de la décarbonation. Mais dans un premier temps, c'est important de comprendre qu'il y a les deux, c'est qu'en général, quand on passe à l'électricité, on gagne beaucoup et on consomme beaucoup moins d'énergie. C'est vrai des véhicules électriques, c'est vrai du chauffage, c'est vrai des moteurs électriques dans l'industrie qui ont apporté des gains énormes. On gagne rien qu'en consommation d'énergie. Et même si cette électricité restait assez carbonée, on gagne déjà beaucoup. Mais deuxièmement, l'électricité permet de baisser le niveau d'émission de carbone si elle est décarbonée, évidemment. Voilà. Après, sur la droite, il y a un petit graphe qui montre comment évolue la part de l'électricité dans la consommation finale depuis l'an 2000 jusqu'à 2020. Donc, il faut quand même se rappeler que quand on parle d'électricité, et souvent on ne parle que de ça, on n'est aujourd'hui qu'à 20% de la consommation finale d'énergie. Et voilà, loin derrière encore le pétrole, par exemple. Donc, on n'est qu'à 20%. Mais il y a une évolution régulière, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que dans les pays développés, il y a une évolution régulière. On passe de 15 à 20 en 20 ans, donc c'est quand même relativement lent. Alors qu'en Chine, il y a une accélération très forte. Voilà. J'enchaîne tout de suite pour montrer les enjeux qu'on a. Alors nous, à Enerdata, on fait à la fois de l'analyse des données historiques. Donc en gris clair, vous avez le niveau de 2000 et par pays. En gris plus foncé, 2020. 2020, oui. Et puis, on a mis deux de nos scénarios. Le scénario avec des projections 2050. Donc, le scénario Enerblue en bleu correspond au scénario des anciennes NDC. Il n'est pas à jour, là, on va le mettre à jour dans les semaines qui viennent. Et le scénario vert est un scénario Energreen qui va entre 1,5 et 2 degrés. Où on voit, donc, sur ce schéma, que le taux d'électrification qui était à 15% au niveau mondial est monté à 20% en 20 ans. Donc, c'est lent. Structurellement, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui peut se faire rapidement, mais qu'on prévoit une accélération dans les NDC actuels. Alors là, c'est sur 20 ans, là, c'est sur 30 ans, mais il n'empêche que ça va plus vite. Et surtout, dans un scénario 2 degrés, on a besoin d'une électrification, d'une hausse de la part de marché de l'électricité qui est beaucoup plus forte. Donc, c'est une accélération importante. Et quand on arrive à 40% ici, on va l'augmenter. Dans les nouveaux scénarios qu'on est en train de préparer, ça va augmenter. Il y en a qui disent moins, il y en a qui disent plus. L'AIE est plutôt à 50%. C'est un peu le tout électrique. Il y en a qui visent même plus que ça. Voilà, donc c'est des débats encore ouverts. Mais quoi qu'il en soit, la part de l'électricité augmente, mais elle augmente pour l'instant lentement. Et il y a un enjeu fort pour qu'elle augmente plus vite. Après, quand on regarde par secteur, c'est ce qu'on a sur ce slide-là. À gauche, c'est le même graphe que précédemment, mais on voit les différences entre les taux d'électrification des différents secteurs. Donc, dans les bâtiments, il y a déjà 25 à plus de 30% de part de l'électricité dans les usages des bâtiments, y compris du résidentiel, et on prévoit d'atteindre 50 à 60%, notamment avec les PAC, les pompes à chaleur, qui devraient être un levier énorme d'électrification. Dans l'industrie, il y a une hausse régulière, on est aujourd'hui à 20%. Il y a des secteurs qui peuvent être encore facilement électrifiés, il y en a d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. Et c'est le secteur des transports qui est aujourd'hui un secteur qui émet beaucoup, pour lequel la part de l'électricité aujourd'hui est très, très faible, puisqu'on est à 2%. C'est essentiellement une part des transports en commun, de trains ou de trams, etc., qui sont électrifiés. Mais aujourd'hui, pour tout ce qui est transport sur route, l'électricité est à moins de 1%. Donc, il y a évidemment un enjeu énorme là, et même en projetant des parts, y compris de véhicules électriques majeurs qui se développent très vite, on arrive à seulement, entre guillemets, 20% à l'horizon de 2050. Voilà. Donc, premier enjeu, l'électrification et l'accélération de la croissance de l'électricité. Alors, quand on arrive à 40 ou à 50%,
ça veut dire quand même que les autres vecteurs gardent encore 50% et que les autres vecteurs ne sont pas que carbonés. Donc évidemment, là-dedans, il y a des liquides, il y a du pétrole, il y a potentiellement du gaz, mais il y a aussi la question de la biomasse et de la part du gaz vert. Donc l'électricité n'est pas le nec plus ultra ou le seul vecteur décarboné à prendre en compte dans le bouquet énergétique, dans le mix. Et donc la deuxième question, c'est à quelle vitesse la production électrique elle-même diminue son intensité et se décarbone progressivement. Et donc là, ça avance lentement, voire très lentement. On voit à gauche sur cette courbe le facteur d'émission, donc le niveau d'émission de CO2 par mégawattheure. Donc c'est le chiffre qui est sur la droite. Et on voit que ça baisse en fait lentement sur 20 ans. Puisque ça a baissé d'à peine 10% sur 20 ans. Ça, c'est lié au fait que dans la consommation électrique mondiale, la part des pays émergents, et notamment de la Chine et de l'Inde, du Vietnam, de l'Asie du Sud-Est, augmente beaucoup et que la part des pays développés baisse. Et les pays émergents ont une part carbonée, notamment du charbon, qui est très forte. Donc, en fait, de 2000 à 2010, c'est même le charbon qui a eu le plus de croissance parmi les différents fuels. Voilà, toujours est-il qu'on est avec un facteur d'émission qui ne baisse que très lentement, structurellement. Et ce qu'on voit aussi sur la droite, là où on voit le mix en 2000 et le mix en 2020, avec une production qui a presque doublé d'ailleurs, hein, mais dans laquelle le mix, les fossiles restent quasiment à 60%. Alors, on voit dans le détail que le pétrole a fortement baissé, il y a beaucoup moins de production d'électricité à base de pétrole, que le gaz a augmenté, donc le gaz est quand même moins émissif que le pétrole, et que le charbon a un peu baissé, mais pas tellement en proportion, et en quantité a augmenté. Voilà, donc on est à ces facteurs d'émission qui baissent petit à petit, alors ici par kilowattheure, le nombre de grammes de CO2 par kilowattheure entre 2000 et 2020. Et ici, on montre les besoins de rupture qu'il y a à horizon 2030, alors en particulier dans le scénario Energreen, donc qui est au-dessous de 2 degrés, et à 2050, où on vise une décarbonation de l'ordre de 90% par rapport à aujourd'hui, ce qui là suppose donc des ruptures par rapport aux tendances actuelles énormes. Et sur la droite, on voit ce que nous modélisons comme mix énergétique. Hein. C'est pas il y a d'autres solutions, il y en a qui mettent plus ou moins de nucléaire, etc. Mais globalement, on arrête complètement le charbon. Le gaz baisse progressivement. C'est ce qui reste un petit peu à ce niveau-là. Et après, il y a la bioénergie et il y a différents renouvelables qui rentrent en jeu. Et on garde un peu de nucléaire. Voilà. Et pour finir, bon, après, on va venir dans le débat là-dessus, mais les différentes actions qui permettent d'accélérer à la fois l'électrification, d'ailleurs, il y a une erreur dans le titre, et la décarbonation, eh bien, il y a des enjeux évidemment de compétitivité, mais aujourd'hui, la compétitivité, notamment des renouvelables, commence à être excellente. Il y a les enjeux de prix du carbone et de prix des émissions pour assurer que la compétitivité soit faire. Il y a des enjeux de recherche et de développement sur tout un tas de sujets, de standards. Notamment, alors ça, les petits dessins, les petits icônes représentent les secteurs dans lesquels tel ou tel type d'action a plus ou moins d'impact. Voilà, bon, ceci dit, on va y venir, je pense, dans le détail. Et évidemment, de l'autre côté, ça permet d'accélérer l'électrification des usages, y compris l'accès à l'électricité, d'ailleurs, dans un certain nombre de pays. Et sur la droite, on a noté les enjeux en termes d'accélération de la décarbonation, qui là passe par des politiques, d'ailleurs largement débattues à la COP, sur arrêter les subventions aux fossiles, etc., et mettre un prix aux émissions, ce qui permettra que le marché évoluera beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Voilà, le dernier slide, c'est juste un petit résumé pour dire, sur le premier sujet, qui est la part de l'électricité, eh bien, elle augmente, mais légèrement, elle n'est qu'à 20% aujourd'hui par rapport à 15, à 10 en 2000, et par rapport à un enjeu qui est de 40 à 50% à horizon 2050. Et j'ai noté là quelques enjeux, quelques exemples de sujets de rupture, en fait. Et deuxièmement, la décarbonation de ce mix, qui est du mix électrique, qui à ce stade reste très relative et lente,
et sur lesquels il y a un enjeu effectivement multiplicatif pour baisser les émissions grâce à l'électricité. Merci Pascal. Dans le rapport, on a parlé de désynchronisation de l'électrification des usages et de la décarbonation du mix électrique, dans l'idée qu'on soupçonne aussi un effet, une sorte d'effet rebond bien connu, qui était décrit par Stanley Jevons dès le 19e siècle, sur les usages qui sont électrifiés, parce que les gains d'efficacité permettent justement d'économiser de l'énergie et donc d'être peut-être moins regardant et individuellement sur ses propres usages, mais aussi collectivement d'accroître, d'étendre en fait quelque part la demande énergétique à des domaines qui n'en avaient pas forcément autant besoin auparavant. On le voit par exemple sur la transition numérique. Moi, je suis toujours frappé de voir à quel point l'Union européenne associe la transition verte avec la transition numérique. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu d'étendre à nouveau un certain nombre de domaines, électrifier un certain nombre de domaines pour en décupler les usages. Et est-ce que ça, c'est un risque qui est réel et qu'on pourrait observer dans les années suivantes, qui risquerait de contredire en fait l'évolution du mix électrique qui, lui, comme tu l'as bien décrit, peine aussi à se décarboner assez vite? Oui, c'est un risque, oui. Ouais, les études sur l'effet rebond, quoi, quand il y a des gains d'efficacité et des gains de coût, il y a des effets rebonds, donc quand c'est possible, donc, et qui sont souvent de l'ordre de la moitié de ce qui est économisé. Donc ça se voit dans les ménages, ça se voit dans des approches économiques. Ça veut dire que si on dépense moins, on note que par exemple le budget des ménages, la part énergie, reste très stable sur des décennies. Donc s'il y a une baisse, par exemple si l'énergie coûte moins cher, le risque, et c'est pas France, mais le risque global, c'est que du coup les gens se disent on peut chauffer un peu plus. Voilà. Et là, du coup, on n'a pas gagné grand-chose, quoi. Donc, et cet effet rebond, et c'est vrai de plein de sujets. Ce qu'on gagne, on s'aperçoit que ce qu'on gagne en chauffage, par exemple, en énergie dans le logement, est compensé par le nombre de mètres carrés par personne qui continue à augmenter. On s'aperçoit que les gains d'efficacité sur les voitures, les moteurs ont fait des gains d'efficacité énormes, sauf que les gens achètent des voitures de plus en plus grosses et il y a de moins en moins de gens par voiture. Donc, quelque part, la consommation continue à augmenter alors qu'il y a des gains d'efficacité. Mais on prend des SUV et plus des 2 chevaux et voilà, on est en moyenne, par exemple en France, à 1,2 personnes par véhicule alors qu'on était 1,6 il y a 30 ans. Donc, oui, il y a des gains, des effets rebonds plus ou moins directs, mais qui sont assez diaboliques parce que très souvent, y compris quand on fait des analyses politiques prospectives, on prend en compte les gains y compris de sobriété ou autre, sans prendre en compte ces notions d'effet rebond. Et en fait, on ne constate qu'une partie des gains. Donc oui, il y a un piège par rapport à ça. D'où l'enjeu, après d'ailleurs, de la question de comment mettre des normes et des standards par rapport à ça pour empêcher qu'il y ait ces effets rebonds et que ce soit juste dépendant de la bonne volonté, entre guillemets, des acteurs qui soient économiques ou des citoyens. C'est bien que tu aies d'évoquer effectivement cette question là sur le transport, l'évolution des usages, des gammes qui évoluent dans le temps. On va y revenir tout à l'heure avec Marouksa et c'est quelque chose sur lequel on s'est fortement attardé au sein du rapport. Samuel, justement, je vais te redonner la parole peut-être pour reprendre un petit peu ces éléments du bilan qui ont permis d'analyser quels étaient les moteurs de l'électrification dans les différents secteurs qui ont été présentés par Pascal. On a parlé d'industrie, on parle de bâtiments, on parle de transport. Chacun de ces secteurs même subit aussi des changements d'usage. Quels sont les leviers qui ont été employés par les collectivités, les entreprises, mais aussi peut-être dans une certaine mesure les citoyens, les communautés locales pour faire évoluer ces usages et pour électrifier les différents secteurs qu'on a étudiés? Merci, effectivement. Je vais répondre à cette question en vous repartageant mon écran et en m'appuyant sur les enseignements de notre bilan sectoriel, donc publié lundi. Ce bilan, on l'a appelé, le titre, c'est « Retour vers le futur 2021, la grande accélération de l'action climatique
et des émissions. En effet, nous, notre analyse, c'est que la reprise des activités après le choc de la pandémie, elle a fait apparaître un peu des tendances générales aux apparences contradictoires. D'un côté, l'action climat accélère avec l'installation d'énergies renouvelables, l'adoption de la mobilité électrique, les engagements à la neutralité carbone, les volontés de développement de technologies rupture qui ont pris de l'ampleur cette année. Et d'un autre côté, malgré ces tendances encourageantes, les émissions, elles repartent à la hausse. Et les nombreux engagements des États, des entreprises ne mettent toujours pas le monde sur une trajectoire qui serait compatible avec l'accord de Paris. Donc voilà, et le bilan sectoriel 2021, du coup, on a essayé de synthétiser et de rendre compte de cette complexité et de ces contradictions. Et en fait, ce qui se passe dans l'électrification des usages et dans la décarbonation du mix électrique qui peine à suivre pour le moment, eh ben, c'est assez représentatif de cet enseignement général. Globalement, juste pour vous montrer de quoi je vais parler dans ces quelques minutes, l'électrification des usages, du coup, c'est effectivement quelque chose de central dans les stratégies des acteurs privés, des acteurs publics dans la transition, pour la transition bas carbone. Alors, dans le transport, aucun secteur n'y échappe, hein. L'automobile, je vais en dire quelques mots plus précis juste maintenant, mais aussi voilà, les bus, les ventes de bus électriques ont considérablement augmenté, les ventes de vélos électriques, l'électrification des réseaux ferrés continue, hein, avec l'exemple de l'Inde qui, pendant la pandémie, a en quelque sorte profité en fait, du fait que les réseaux étaient moins utilisés pour électrifier plus de 6000 km de lignes. Dans le transport maritime, dans l'aviation, je vous invite vraiment à aller lire les tendances qu'on a écrites sur ces secteurs. Et à chaque fois, l'électrification est centrale dans les stratégies de décarbonation. Je vais dire aussi un mot dans cette présentation de l'électrification des systèmes de chauffage dans les bâtiments, hein, dont Pascal a parlé aussi. Enfin, alors ça, je le mentionne ici, mais je n'aurai pas le temps d'en parler plus en profondeur et je vous invite encore à aller voir le bilan sur la production d'hydrogène, hein, qui a été vraiment un sujet majeur là, depuis en gros 2019-2020. Aujourd'hui, toute petite part de l'hydrogène est produite par électrolyse, donc en utilisant de l'électricité et donc potentiellement de l'électricité renouvelable, ce qui permet d'avoir de l'hydrogène vert. Mais voilà, en 2020, cette manière de produire l'hydrogène est appelée à beaucoup se développer. En tout cas, c'est le sens des investissements qu'on a pu constater depuis en gros 2019-2020. Donc vous voyez, en 2020, des investissements qui sont déjà 4 fois plus élevés qu'en 2018 pour la production d'hydrogène par électrolyse. Alors, donc je vais là faire un focus sur spécifiquement le marché automobile électrique et puis sur l'électrification des bâtiments. Globalement, le marché des véhicules électriques, il a augmenté très rapidement cette année. On a appelé notre tendance le marché électrique ne connaît pas la crise parce qu'effectivement, globalement, le marché automobile a considérablement baissé, hein, moins 15% au niveau mondial en 2020. Mais pour le véhicule électrique, c'est tout le contraire, plus 40%, plus 43% dans le monde en termes de vente de véhicules électriques. Et en Europe, c'est même plus 137%. Donc vous voyez là sur les graphiques, à la fois la flotte de véhicules, les ventes et puis les parts de marché qui augmentent de manière exponentielle dans à peu près toutes les parties du monde. Enfin, en particulier en Chine et en Europe d'ailleurs. On a identifié plusieurs raisons pour ce boom. D'abord, les plans de relance, dont certains ont accordé de nombreux financements à la mobilité bas carbone. Donc, Energy Policy Tracker recense 147 milliards accordés à la mobilité bas carbone dans le cadre des plans de relance après les premiers confinements dus à la pandémie. Ensuite, il y a beaucoup de politiques locales qui favorisent le déploiement de véhicules, la mobilité douce, mais aussi de véhicules électriques. Des villes, par exemple en Chine, qui mettent en place des subventions pour aider l'achat de véhicules électriques. Des villes, là en Europe, qui accélèrent l'installation de stations de recharge. Rennes 21 a compté 231 villes qui ont créé des zones basse émission
donc, qui de fait encourage les véhicules électriques. Alors ça, c'est notamment en Europe, hein, sur ces 231 villes qu'a compté REN 21, il y en a 225 en Europe. Après, il y a aussi des collectivités, enfin des gouvernements locaux qui font un petit peu l'inverse. Par exemple, dans 28 États américains, les frais d'enregistrement de véhicules électriques sont plus hauts que ceux de véhicules thermiques. Et même dans 17 États, on ne peut pas vendre directement, les concessionnaires ne peuvent pas vendre directement de voitures électriques. Donc, notamment, on consacre un moment un signal dans le secteur transport sur le fait qu'au Connecticut, il y avait eu une EV Freedom Bill, une proposition de loi pour justement lever cette interdiction de vente directe de véhicules électriques sur le territoire, qui a été rejetée cette année. Le Texas aussi là, veut, donc, qui fait aussi partie de ces 17 États, veut taxer plus les propriétaires de véhicules électriques parce qu'en fait, ils ne contribuent pas de fait à la fiscalité sur les carburants qui alimentent les fonds d'investissement de l'État pour les infrastructures routières. Donc voilà, on voit quand même que le rôle des gouvernements locaux peut aller dans le bon sens, mais parfois et aussi freine le développement des véhicules électriques. Troisième grande raison pour ce boom, c'est de plus en plus d'objectifs nationaux et locaux pour la fin des véhicules thermiques. Donc là, vous voyez une carte un petit peu qui résume les dates de fin de vente de véhicules thermiques dans le monde. Et ces objectifs sont suivis en Europe d'une régulation à laquelle on a accordé une analyse, une tendance entière, l'œil de l'Observatoire de la tendance sur le transport routier, où à partir de 2021, il y a une limite de 95 grammes de CO2 par kilomètre qui est fixée pour les véhicules vendus dans le marché européen, avec beaucoup de mécanismes de compensation qui, par exemple, cette limite dépend de la masse du véhicule. Donc, vous voyez là, à droite sur le graphique, effectivement, la limite de CO2 augmente avec la masse du véhicule, la limite d'émission. Les ventes de véhicules électriques en fait permettent de compenser les ventes de véhicules thermiques, donc avec des systèmes de bonus et de compensation dans le comptage final. Et donc en fait, c'est aussi pour ça que les constructeurs européens accélèrent beaucoup sur l'électrique, ce qui fait qu'en moyenne, là, les émissions des constructeurs européens, enfin des voitures vendues en Europe, ont baissé de 122 grammes de CO2 par kilomètre à 108 en 2020. Et ça, c'est grâce à la vente des véhicules électriques. Donc maintenant, la plupart des grands constructeurs automobiles ont fixé des objectifs de vente de véhicules électriques et parfois même ils ambitionnent de sortir des véhicules thermiques avant certains pays. Par exemple, voilà, Ford et Volvo, ils visent le 100% véhicules électriques en 2030, alors que la France et l'Espagne visent d'interdire les ventes de véhicules thermiques en 2040. Et puis, enfin, on l'a évoqué aussi avec Pascal à l'instant, quelques contradictions dans cette tendance. C'est le fait, effectivement, la place des SUV. On a calculé que, en gros, parmi les principaux modèles de véhicules électriques qui sont vendus, la plupart sont des SUV et des berlines, donc des voitures qui sont, donc les 2 tiers sont des SUV et berlines, des voitures qui sont plus lourdes que la moyenne. Et maintenant, les SUV comptent pour près de 40%, enfin 42% du marché des véhicules, des nouveaux véhicules. Et donc, on sait aujourd'hui que c'est un driver de la hausse des émissions. Voilà, donc pour aller plus loin, je vous invite à aller consulter cette tendance consacrée au marché des véhicules électriques dans le secteur transport, dans le bilan. Alors ensuite, comme je disais, effectivement, l'électrification des usages, c'est aussi une stratégie qui est centrale dans la décarbonation des bâtiments. Aujourd'hui, selon REN 21, 11,7% de la chaleur consommée par les bâtiments en 2019 était d'origine électrique, comparé à 9,6% il y a 10 ans. Donc, ça augmente de manière lente, mais ça augmente.
REN 21 toujours a compté 53 villes dans plus de 10 pays qui ont interdit l'utilisation d'énergie fossile pour chauffer les bâtiments. Et notamment, ce mouvement est très, très important en Californie, où maintenant 52 villes, donc le chiffre de REN 21 est déjà dépassé, puisque 52 villes, rien qu'en Californie, ont adopté une mesure pour bannir le gaz des nouveaux bâtiments, donc ce qui accélère l'électrification des systèmes de chauffage. Et alors, en réponse, donc ça, pareil, on y consacre une tendance que vous pourrez trouver dans le secteur transport. En réponse, il y a des États américains qui ont prononcé des lois pour justement interdire cette interdiction de raccordement au gaz des nouveaux bâtiments. Et donc là, sur la carte, vous pouvez voir en bleu tous les États qui ont prononcé une telle loi pour empêcher l'interdiction du gaz. Ce qu'on dit dans cette tendance, c'est que c'est des États dont parfois qui sont liés aux énergies fossiles, donc parfois même ceux qui ont déposé les lois ont des intérêts dans des entreprises pétrolières et gazières. Donc voilà, pour le moment, on a un mouvement assez encourageant en Californie, mais qui, dans d'autres États, a été en quelque sorte tué dans l'œuf. Cette électrification des usages, comme on le disait, elle est peu efficace si le mix électrique est encore très fortement carboné. Aujourd'hui, plus de 60% du mix électrique mondial vient des énergies fossiles. La Chine, en particulier, a ajouté encore 50 gigawatts de capacité de centrales au charbon, de production d'électricité au charbon en 2020. Et on parle d'études qui ont montré que, par exemple, dans certaines régions en Chine alimentées en électricité à partir de charbon. Attention à bien fermer vos micros. Dans certaines régions en Chine, le passage au chauffage électrique, selon certaines études, pouvait en fait finalement augmenter les émissions à cause du mix électrique très carboné. Et enfin, même si dans certaines régions comme en Europe ou aux États-Unis, le charbon est peu à peu abandonné, ce n'est pas pour autant que les énergies fossiles sont abandonnées pour produire l'électricité, puisque par exemple, aux États-Unis, 85% des centrales à charbon réorientées vers d'autres usages en fait, sont transformées en centrales à gaz depuis 2011. Donc finalement, les énergies renouvelables représentent la plupart des capacités installées, des nouvelles capacités installées, mais on est plutôt dans une logique d'accumulation plutôt que de transition, puisqu'il y a toujours de nouvelles capacités de production d'électricité à partir d'énergies fossiles qui sont installées, donc 60 gigawatts en 2020, et je crois que le chiffre de mémoire des capacités retirées est autour de 37 gigawatts. Donc voilà, finalement, une accumulation plutôt qu'une transition. Alors, notamment, on a ce cas d'étude sur le Vietnam où, en fait, on s'est aperçu que le Vietnam avait connu un boom de l'installation de panneaux solaires en 2020. Et c'est notamment grâce à, en fait, un système de feed-in tariff qui prenait fin en fin décembre 2020. Et du coup, vous voyez ce pic en novembre, mais surtout décembre 2020. Voilà, c'est aussi un cas d'étude pour montrer l'importance que peuvent avoir des régulations nationales dans l'accélération de la décarbonation du mix électrique. Pour finir sur ces sujets, on s'est intéressé pareil, dans ce secteur énergie sur les leviers qui sont à la disposition des acteurs pour justement accélérer la décarbonation du mix électrique. Alors, l'outil phare un peu de ces dernières années, c'est les certificats d'origine, les garanties d'origine en Europe, les certificats d'énergie renouvelable qui permettent de certifier des mégawattheures en disant, voilà, ils ont été produits par des sources renouvelables, mais ils ont été confrontés à certaines limites intrinsèques, par exemple, notamment le fait qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes pour le moment, et donc que les prix ont du mal à décoller, et donc que les producteurs n'en retirent pas spécialement un profit faramineux. D'autre part, il y a eu des problèmes de double comptage. Et donc, globalement, on est dans
Donc ça, c'est une chose sur les certificats d'origine. La deuxième chose, c'est on s'est aperçu que le marché était de plus en plus un marché de gros, en fait, où les nouvelles capacités sont ajoutées à coût d'appel d'offres et d'enchères, ce qui fait que des approches plus citoyennes ou basées sur les communautés énergétiques ont du mal à se retrouver et sont parfois même menacées dans les pays qui les ont vues naître. Par exemple, en Allemagne, la dynamique s'est tassée. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, en fait, en tant qu'alternative, les Power Purchase Agreements gagnent en popularité. Donc, c'est des contrats directement conclus entre des producteurs et des consommateurs qui permettent, du coup, voilà, à des grandes entreprises, des villes, de s'approvisionner directement en renouvelables. Et donc, ces Power Purchase Agreements ont été à l'origine de près de 10% des nouvelles capacités renouvelables installées en 2019 et en 2020. Vous voyez la dynamique sur le graphique à gauche. Les GAFA utilisent énormément ces outils pour s'approvisionner en renouvelables. Et en fait, ce qu'on voit par rapport, ce qu'on voit, c'est que déjà par rapport aux certificats d'énergie renouvelable, c'est qu'en fait, ça permet, généralement, c'est sur des installations, enfin des énergies renouvelables qui ne sont pas encore installées. Donc, ça permet en fait aux producteurs d'avoir une sécurité, une visibilité sur la vente de cette électricité à long terme, parce que généralement, c'est des contrats qui peuvent aller sur 20, 30 ans. Et du coup, c'est des outils qui permettent vraiment d'accélérer le déploiement des renouvelables en sécurisant les approvisionnements et les ventes, les approvisionnements d'un côté et les ventes d'un côté et les ventes de l'autre côté. Et donc, effectivement, ça va aussi dans la logique du marché de gros qui apparaît depuis quelques années, puisque ce sont majoritairement des grandes entreprises, des grandes villes comme Londres, Melbourne, qui contractualisent des PPA. Voilà, et ben, j'en ai fini pour cette présentation. Donc, je laisse maintenant Antoine reprendre la main et la discussion continue. Merci Samuel pour donc, cette présentation sur une poignée de secteurs qui fait écho donc, aux grands ordres de grandeur que Pascal nous a présentés avec les données d'Enerdata. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse évoluer du coup la discussion petit à petit vers un secteur en particulier. On a choisi, et c'est aussi le profil de nos intervenants du jour, d'orienter la discussion sur le secteur des transports, qui est un secteur qui ces dernières années, a subi quand même de grandes accélérations dans son électrification, même si on voit avec les chiffres présentés par Pascal que les proportions restent encore assez faibles comparées à l'énergie totale qui est requise par le secteur. Mais depuis 2020, on a observé un vrai emballement sur le marché des véhicules électriques, notamment en Europe, en Chine. Aujourd'hui, un véhicule sur 10 vendu en Europe est un véhicule électrique, donc ça devient considérable, minoritaire toujours, mais l'accélération est là. On a pu voir aussi régionalement en Amérique latine de nombreuses villes qui commandent des bus électriques pour convertir leur flotte de transport public. On a observé également en Inde que le confinement avait permis d'électrifier massivement des lignes ferroviaires. On a beaucoup entendu le transport international, qu'il soit aérien ou maritime, parler de l'hydrogène, parler de l'ammoniac dans le cas des navires, mais également parler de l'électrification, tout simplement, en fait, de leurs véhicules, que ce soit les avions ou les navires. Et donc même les courts trajets de la mobilité quotidienne ont été parfois électrifiés avec les fameuses trottinettes qu'on peut connaître dans les grands centres urbains, ce qu'on appelle le free floating. Mais également le succès des vélos électriques qui sont devenus en certains pays plus populaires même que les vélos traditionnels. Donc, Marouksa Kardama, vous êtes secrétaire général de Slocat. Slocat, c'est l'organisation avec un grand O sur le transport au niveau mondial. Vous êtes un partenariat international d'acteurs qui a été fondé donc en 2009. Vous avez de très, très nombreuses publications chaque année qui vont explorer différents aspects donc, de l'évolution de la mobilité en lien avec l'accord de Paris. Et puis cette année, vous avez surtout publié la deuxième édition du Transport and Climate Change Global Status Report, une publication qu'on a beaucoup exploitée, nous, dans le bilan, parce qu'elle est vraiment très complète, elle est super bien faite, et vraiment beau travail aussi sur le site Internet, c'est très facilement navigable, donc
pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, je vous invite à aller la consulter. Bon, j'aimerais vous poser une question toute simple pour commencer. Quels sont à quoi est-ce que vous attribuez le succès de l'électrification dans la mobilité, en tout cas cette accélération qu'on a observée ces dernières années? Merci beaucoup, Antoine, et bravo à toute l'équipe Climate Chance, vraiment pour les rapports, pour votre bilan. C'est incroyable aussi la quantité d'informations que vous êtes en train de traiter, d'analyser, chose qui n'est jamais évidente. Et bravo aussi pour les bilans faits pour neuf, je crois que c'est très bien. Donc, félicitations, franchement. Là, je vais passer à l'anglais, petit signe pour les traducteurs, pour les interprètes, pour peut-être être un peu plus concise dans mes expressions, mais toujours ravie de continuer en français par la suite avec la discussion. So, why the hype? French. Alors, pourquoi cet engouement? Donc, vous avez déjà fait une sorte de résumé. Donc, regardons plus en détail. Il ne faut pas oublier des préoccupations des 10 dernières années concernant la pollution. L'Organisation mondiale de la santé nous informe qu'il y a une énormité de personnes qui vivent dans des endroits avec une pollution ambiante inquiétante. Donc, tout cela mène vers cette électrification. Il y a aussi la question de politique publique qui sont des leviers. Il y a des plans d'action internationaux et régionaux pour l'électrification durable, surtout en Europe. On les a vus également en Amérique latine et en Afrique avec l'extension des cadres de politique publique. Pendant les 2 dernières années, nous avons vu également des cadres au niveau nationaux ou régionaux, internationaux, où il y avait des chiffres, des vraies cibles Vous avez parlé également qui ont des été établies. subventions, On a également regardé la question des subventions publiques et les investissements du secteur privé, c'est-à-dire 2 aspects clés dont on peut parler autour de cet engouement. D'abord, les prix qui sont vraiment restés bloqués. Je parle ici de 80% environ au cours des 10 dernières années. Nous avons vu également le coût de l'appropriation qui était devenu très compétitif, proche de la parité dans certaines années. Dans l'ensemble, quand quelque chose est moins cher et on a l'impression qu'on fait une bonne action, les gens, effectivement, ont tendance à plus consommer. Bien sûr, les fabricants de voitures voient cette opportunité du marché vert. C'est peut-être une réflexion sur la manière dont ce marché influence les comportements, et avoir une voiture reste un symbole social. Nous ne pouvons pas, bien sûr, dénier le fait que l'électrification change le comportement dans le monde. On a parlé avec Samuel de ces parts de marché, 10 millions en 2020, 25% des 2 roues aussi sont en électrique dans le monde. Ça, c'est pour les 2 roues, 25%. Donc, tous ces chiffres, tous ces ne compensent pas ce qui a été mentionné par Pascal, c'est-à-dire que nous savons très bien que les émissions continuent d'être présentes malgré cette transition vers l'électricité, et les SUV aussi sont la deuxième source d'émissions de CO2 au niveau mondial après l'industrie, ce qui est vraiment un chiffre énorme, et c'est une réflexion pour nous sur notre influence et sur notre comportement. Donc, cette révolution d'électrification est quelque chose qui est technique et qui ne peut pas être arrêté et qui peut être tout à fait positif. Si cela est lié à la juste transition, une transition juste, c'est nécessaire, mais il faut vraiment équilibrer les choses. Si nous sommes très sérieux pour que cela soit au service de cette approche compréhensive pour la transition carbone, bas carbone, avec bien sûr des défis importants, avec un accès équitable à la mobilité et la décarbonation également de l'autre côté. Je vais m'arrêter ici, peut-être avec une première question. Je pourrais continuer bien sûr sur cette idée pour
parler du débat autour de l'électrification, mais je peux y revenir tout à l'heure. Faire aussi en anglais, mais c'est toujours plus simple. Tu as mentionné les SUV. C'est un gros débat au sein du secteur des transports. Comme tu l'as dit, je crois que c'était l'Agence internationale de l'énergie qui expliquait que donc, les SUV sont la deuxième cause d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, derrière la production d'énergie. Donc, c'est vraiment considérable. On sait aussi que les SUV, c'est la gamme de véhicules qui est la plus rentable pour un constructeur automobile en termes de rapport entre coût matière, poids, temps passé sur la chaîne de production, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable. Et on a vu, à travers notre étude cette année, que les SUV occupaient également une très, très grande place dans le marché de l'automobile électrique. Et ça, c'est très étonnant. On a été habitué à voir un marché de l'automobile marketé autour de la petite citadine agile, la Zoé, la Nissan Leaf, la Twizy même de Renault. Aujourd'hui, on voit que on peut imaginer un marché du véhicule électrique qui soit dominé par des pick-up, des SUV. On a vu Joe Biden conduire le Ford F-150 électrique, ce qui est absolument extraordinaire. On voit aujourd'hui, évidemment, donc, un véhicule électrique, c'est plus lourd qu'un véhicule thermique de par la composition même de sa batterie, mais il y a un choix réel des constructeurs sur les gammes, d'orienter le public vers ce genre de marché. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction un petit peu là, comme ça, dans cette tendance de l'électrification, cet effet rebond en fait qu'on évoquait tout à l'heure avec Pascal, qui ne devrait pas nous amener aussi à nous interroger sur les autres façons de faire pivoter la mobilité, le report modal ou la réduction de la demande tout simplement? La question est très précise et très bonne. Il y en a un tel raison. There is such a perverse effect, if you want. Effectivement, il y a un effet pervers, si vous voulez. Et ça, c'est parce que nous devons nous assurer que nous comprenons vraiment la mobilité durable. C'est garantir cet accès abordable au transport. Bien sûr, il y aura quand même un bouchon, que ce soit avec des voitures électriques ou thermiques, et il y aura un impact sur l'efficacité. Un système de transport qui ne s'adresse qu'aux personnes qui peuvent se le permettre, bien sûr, cela conduira à le manque d'inclusion. Donc, si vous voulez vraiment avoir un message fondamental pour rééquilibrer ce message sur l'électrification, c'est ce que vous disiez, Antoine, je pense que le message fondamental ici, il faut vraiment que l'électrification soit mise au service de cette capacité bas carbone, mais il faut le faire avec des politiques d'intégration. C'est ce que nous appelons avoid, shift et improve, donc éviter, changer et transformer. Donc, nous devons vraiment souligner ces approches d'évitement. Il faut vraiment découpler la croissance économique de la croissance automobile. Donc, cela demandera de meilleures intégrations, par exemple, les plans de proximité. Une fois que nous avons travaillé sur l'évitement des déplacements en voiture, nous pouvons ensuite nous focaliser sur d'autres mesures qui vont nous faire passer à d'autres demandes de transport et envisager d'autres approches pour une plus grande efficacité. Donc, pour pouvoir avoir ces autres éléments, donc du changement, de la transformation et de l'amélioration, il faut vraiment inclure d'autres modes de transport. Là, le mode d'électrification, ce ne sont pas juste les voitures, c'est aussi les bus, les motos, les vélos, etc., et les chemins de fer également. Nous voulons juste appuyer les efforts sur le transport public et aussi l'électrification des vélos, des bicyclettes, pour avoir aussi moins d'emphase sur les voitures électriques. Un autre message pour moi sont les efforts d'électrification qui doivent être aussi au service du transport de fret pour le transport de marchandises. C'est très, très important en termes de chiffres. 40% des émissions peuvent aussi se concentrer sur les frettes. C'est très important, effectivement, de trouver donc un équilibre avec les routes et les chemins de fer
pour trouver des solutions aussi durables au niveau de l'aviation, du secteur maritime. Il faut vraiment booster, dynamiser l'électrification de ces modes de transport. Ce n'est pas juste pour les voitures, mais cela également, comme je l'ai dit, des minivans, des vélos, etc., pour aussi les livraisons. Un troisième message pour l'électrification, il faut que ce soit aussi basé sur les énergies renouvelables. Le secteur du transport dépend encore largement des énergies fossiles. Nous devons avoir des subventions dans ce sens. Et il faut qu'il y ait quand même un retour bénéfique avec un triple axe. Qu'est-ce qui va générer un meilleur accès à la mobilité pour tous, pour générer également des emplois, pour aider aussi à la décarbonation? Un quatrième message, c'est tout le cadre financier, juridique pour permettre cette collaboration au niveau des différents niveaux de gouvernement, au niveau national, local et régional, et vraiment renforcer ces collaborations. Un dernier message, je n'aurai peut-être pas le temps de le développer, vraiment de rééquilibrer les choses, avoir aussi une vision globale. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est plus orienté vers le nord de la planète. Si on regarde ça au niveau du sud, on réalise effectivement que l'électrification à Montréal ou à Nairobi, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut avoir des solutions adaptées localement. Quand on regarde au niveau du sud, on va regarder à des taux qui ne seront pas les mêmes, avec des systèmes qui sont plus limités. On veut parler aussi de l'accès et du financement à la transition verte et l'impact aussi des exports de véhicules d'occasion. On parle aussi du recyclage des batteries, etc. Donc, tous ces points aussi sont essentiels pour trouver cet équilibre dans l'électrification. Je sais qu'on pourrait parler pendant des heures et je sais que c'est un débat qui va être suivi ensuite. Mais si nous voulons vraiment utiliser l'électrification pour le bien de tous et vraiment entrer dans cette révolution, il faut avoir une approche beaucoup plus large. Merci Barouksa. Merci. Merci d'avoir évoqué évidemment le Sud. Ce sera Charlène Coissy qui interviendra tout à l'heure, qui pourra aussi nous développer précisément la situation en Afrique. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. En attendant, ce que tu viens de nous expliquer est aussi une porte ouverte pour Colin Nolden de l'Université d'Oxford et de l'Université de Bristol. Colin, bonjour. Je vais m'exprimer en français, mais j'espère que tu entends ma question en anglais depuis ton écran. Is it okay for you? You hear in English what I say? Perfect. Donc, Colin, tu fais partie de l'Institut pour le changement environnemental, le centre de recherche sur la demande, sur les solutions sur la demande énergétique de l'Université d'Oxford. Tu travailles également avec l'Université de Bristol. Et tes sujets de prédilection, on s'est rencontrés à la COP et on a eu l'occasion d'en discuter, c'est la gouvernance des systèmes énergétiques et plus précisément ces derniers temps, ce sont les marchés publics et l'approvisionnement des gouvernements locaux. Donc, on a évoqué toutes ces questions là, sur la mobilité, l'électrification de la mobilité à une échelle un peu globale avec Marouksa et les présentations de Samuel. Moi, j'aimerais te demander tout simplement, depuis ta perspective, qui est celle aussi d'un chercheur donc, basé en Grande-Bretagne, mais tu as aussi un regard sur l'Europe plus généralement, quels sont les leviers dont disposent ces acteurs non étatiques qu'on a évoqués, donc les gouvernements locaux, mais aussi les entreprises, pour piloter cette demande? On a évoqué voilà, le fait que cet effet rebond de l'électrification pouvait générer une hausse de la consommation énergétique. On a pointé du doigt le besoin de mieux gérer la demande en mobilité et en transport. Comment est-ce qu'on fait à une échelle globale, à une échelle locale, pardon? So, thank you very much. Merci beaucoup.
I'll speak in English. Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question en français. Je vais commencer avec ma présentation. Please let me know. Does this work? Thumbs up. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Can you see display settings? So presenter. Is this? Can you see it now? Does this have? Est-ce que vous le voyez maintenant? Est-ce que c'est le plein écran ici? Oui. I need to go right to the beginning. Oh. Donc, je vais commencer par le début. Glitch here. I need to go right Oh. to the start. Yes, so I would like to speak Donc, about, j'aimerais bien parler subnational perspective. j'aimerais bien regarder le point de vue subnational, donc local. Donc, je vais regarder les contradictions entre les ambitions de l'électrification et les réalités de la décarbonation. Et j'aimerais bien regarder ça au niveau local. Donc, je travaille à l'Université de Oxford, au centre de recherche par rapport à la demande énergétique et des solutions afférentes. Donc, on se concentre sur ce qui est la demande énergétique et comment on voit l'évolution là-dedans. Donc, on voit qu'il y a un couplage avec la présentation de Marusha par rapport au secteur du transport. Nous savons que la demande augmente du point de vue économique. Donc, nous avons le son du participant n'est pas très bien. Donc, il faudrait de plus en plus d'énergie pour justement le chauffage et également pour le transport. Il y a un consensus des experts que par rapport à aujourd'hui, la demande va augmenter en 2050 de façon exponentielle. Donc, ce sont des défis et ce sont des défis des décennies à venir. Donc, nous avons vu des publications récentes. Il y a une publication de Grubler par rapport à la demande de la demande par rapport à la basse énergie. Donc, ici, j'ai souligné en rouge, ici au milieu, c'est-à-dire la demande actuelle, donc à peu près 295 par année. Donc, si on suit le prognostic de Shell, on voit que la demande va doubler jusqu'en 2050. Donc, comme présenté par Pascal et Marusha, nous savons que c'est impossible de parvenir à cette demande par des systèmes d'énergie verte. Donc, il faut regarder les scénarios différents pour arriver à des façons meilleures pour atteindre cette hausse dans le niveau de vie sans utiliser trop d'énergie non verte. Nous avons vu qu'il y a des prognostics que les chiffres se situent aux alentours de 400. Mais vous voyez ici en bas à droite que le prognostic le plus bas, c'est à peu près 250 unités de mesure par année. Donc, la réduction de la demande pourrait donner lieu à une augmentation importante de l'énergie verte dans le mix énergétique. Donc, on va constater une augmentation de l'électricité dans la part du marché préconisée. Mais tant que avec une demande qui augmente, nous constatons une baisse dans l'électricité dans ce mix énergétique. Cela a été évoqué également par Pascal. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons les développements des villes. Vous voyez Atlanta à gauche et c'est vraiment indésirable. Mais si on suit l'exemple de Barcelone, ça pourrait être plus désirable ou positif. Et là, je suis la présentation de Marusha.
Il faudrait essayer de trouver des systèmes de transport multimodal pour réduire ces émissions des voitures. À Barcelone, on pense que c'est à peu près 1 tonne par voiture, tandis qu'à Nantes, c'est à peu près 7, donc 6,9 tonnes par voiture. Donc, il faut être sûr que les systèmes de mobilité proposent qu'on inclut l'idée de la planification urbaine pour bien cerner les habitudes de transport concernant la mobilité. Donc, tant que la planification urbaine soit plus dense, donc nous avons une efficience qui augmente. Là, on voit que les bâtiments sont construits plus proches l'un à l'autre, qui augmente donc l'efficience. Donc, plus la ville est étendue, plus les impacts de la mobilité et du chauffage néfastes sur l'environnement sont également plus importants. Donc, vous voyez ici sur la graphique les variations. Cette étude sera publiée l'année prochaine. Donc, quels sont vraiment les leviers de cette évolution annuelle? On voit que ici, l'intensité carbone des voitures était vraiment un des moteurs principaux de les émissions du carbone. Pascal nous a déjà montré que la taille de l'économie de chaque pays a une influence directe sur effectivement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est la réduction de la demande énergétique qui était vraiment un des moteurs de la réduction des émissions. En même temps, je regarde ce même rapport que au fur et à mesure, on constate une demande décroissante, nous voyons plus de synergie donc entre les différentes sources et des différentes objectifs de développement qui pourraient également être atteints par l'augmentation de cette demande et l'augmentation de la demande d'énergie verte. Donc, si on se concentre sur la demande énergétique, on voit que ça a un effet tentaculaire sur effectivement l'accomplissement des objectifs des Nations unies. Donc, maintenant, on regarde la décarbonation au Royaume-Uni entre 1990 et 2020. Ce sont les chiffres de la décarbonation. L'efficacité de ces usages finaux était un des leviers majeurs de la réduction des émissions CO2. L'électricité renouvelable, 5e sur la liste, a contribué à la réduction des émissions de CO2 seulement à 6,5 %. Donc, même si le Royaume-Uni est le leader en Europe de la production énergétique renouvelable et verte, nous voyons que vraiment le facteur principal dans cette décroissance est la baisse de la demande. Donc maintenant, par rapport aux tendances au futur, ce qu'on pourrait prognostiquer pour le futur. Nous avons donc fait des modèles sur plusieurs scénarios et nous avons constaté que la baisse de la demande énergétique joue un rôle majeur dans cette transformation. On voit des scénarios ici. Cela pourrait réduire la demande énergétique au Royaume-Uni par presque 50% par l'année 2050. Donc, est-ce qu'il faudrait se concentrer plutôt sur les côtés demande ou offre? Si on ignore, par exemple, si on se concentre uniquement sur l'offre, on voit une diminution de seulement de 5%.
Ça, c'est où on est actuellement. Il semble impossible d'atteindre nos buts de décarbonation si on ne réduit pas le côté demande. Donc, comment est-ce qu'on réduit la demande? Ça, c'est une graphique ou bien un tableau qui a été préparé par un organisme au Royaume-Uni. Then we have the system transformation one, which is just to the right of that, which is very technology heavy. Ici, à droite, on voit des solutions qui sont très basées sur la technologie. Which might just about reach net zero by 2050. Then the scenarios above the orange and the green ones. These are the scenarios that assume much greater engagement. Il y a des scénarios qui sont au-delà de ces scénarios que nous avons mis ici, qui incluent un engagement poussé des populations et vraiment un mouvement écologique pour atteindre nos buts de décarbonation. Donc, ce que je dis ici, c'est que si on se concentre sur la diminution de la demande, on se concentre plusieurs acteurs au niveau non étatique, c'est-à-dire les collectivités, les territoires et les individus. Tous ces gens et toutes ces collectivités peuvent contribuer à la réduction de la demande. Donc, il faut uniquement se concentrer sur des outils technologiques. Donc, comment on peut faire ou arriver à nos attentes, nos objectifs? Nous avons constaté au Royaume-Uni une diversification entre 2004 et nous avons déjà vu ça dans la présentation de Samuel. Ici, à droite, j'ai fait une petite addition, un ajout à cette graphique. On a vu donc une diminution de 50%. Il y a une concentration massive de l'énergie dans le marché de l'offre. Donc, c'est-à-dire que les acteurs non étatiques, le speaker n'a pas terminé sa phrase. Donc, peut-être il faut se concentrer uniquement sur les acteurs. Il faut vraiment regarder sur le côté demande pour diminuer les émissions au niveau local. Donc, voici des exemples ici à Malmö, en Suède. C'est une des villes phares dans des efforts de décarbonation. Il y a 20 ans, Malmö était une ville industrialisée, mais ils ont eu des politiques publiques très ambitieuses. Ils ont essayé de développer des quartiers bas carbone. C'est très intéressant que cette ville a vraiment cerné l'opportunité du fait qu'il faudrait regarder la planification urbaine pour justement résoudre ces questions d'offre et demande dans les marchés de l'énergie. Il faut voir comment les gens vivent, comment la mobilité urbaine se fait, où sont les travails. Donc, ce qu'ils ont cerné, c'est qu'ils regardent la demande, où se trouve la demande et comment est-ce qu'ils pouvaient faire une évolution vers des demandes énergétiques plus vertes et plus favorables quant aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous avons regardé Malmö et en Malmö, ils ont eu des concentrations différentes. Donc, Augustenborg était un lieu de test pour l'adaptation climatique. Et dans différents quartiers de la ville, ils ont regardé de façons différentes pour justement combattre ces défis climatiques. Donc, ils ont vraiment regardé ça de façon urbaine pour être très innovateurs et très dynamiques dans leur combat du changement climatique.
To move forward, just to bring up the African example as well. Maintenant, je ne veux pas vous couper, mais il faudrait quand même regarder l'exemple africain. J'ai encore 2 slides. Donc, j'aimerais bien évoquer le sujet de Bristol parce que je suis là. Ils ont des cibles, des objectifs décarbonation très ambitieuses. Et puis, donc, à Bristol, on essaie de trouver un approvisionnement local pour appuyer l'infrastructure locale. Nous parlons du chauffage des bâtiments, nous parlons des réseaux de chauffage des quartiers et nous parlons également des rénovations du parc immobilier pour évoluer vers un chauffage plus vert. Donc, maintenant, j'aimerais bien évoquer l'exemple de Dakar. C'est une ville du sud qui effectivement connaît une évolution verte assez importante. Normalement, si tout se passe bien, le rallye Dakar sera vert, mais on va voir si ça va se faire. Ils ont le parc éolien le plus important en Afrique. Et il faut constater également que l'accès à l'énergie verte est un des clés au futur. Donc, non seulement il faut regarder la demande, mais il faut également regarder vers le côté l'offre et surtout pour ces villes du Sud. Merci beaucoup pour tous ces exemples. Ça fait un lien parfait pour notre présentateur, notre prochaine présentatrice, c'est Charlène. À la fin, et donc également désolé, il y a eu quelques petits problèmes de micro, donc navré pour les interprètes, j'espère que tout le monde a pu suivre en tout cas l'essentiel de la présentation de Colline. Charlène, on a fini par évoquer du coup le cas de Dakar. C'était important pour nous de t'avoir sur ce panel justement pour parler du continent africain qui se trouve un petit peu au carrefour des problématiques qu'on vient de poser, c'est-à-dire une problématique d'électrification. J'ai retrouvé ce chiffre de la Banque mondiale qui nous rappelle qu'il y a encore 47% de l'Afrique subsaharienne qui n'a pas accès à l'électricité. Donc, quand on pense électrification, spontanément, on ne pense pas que la mobilité soit le premier des usages vers lequel on veuille avancer. Pourtant, il y a quand même une dynamique d'étalement urbain, de croissance démographique qui fait qu'il y a des besoins de plus en plus énergivores, de mobilité. Il y a également, comme le rappelait Colin, des standards of living, des modes de vie, notamment dans les centres urbains qui sont de plus en plus, enfin du côté des classes moyennes qui demandent de plus en plus d'énergie et de mobilité. Donc comment est-ce qu'on place l'électrification au sein de cette dynamique nouvelle sur les transports en Afrique et comment est-ce qu'on fait avancer les choses de ce côté-là? Merci beaucoup Antoine, merci à Climate Change encore de m'avoir convié. C'est un plaisir toujours d'être parmi vous. Et effectivement, pour comprendre cette thématique du mix électrique d'un point de vue africain, il faut effectivement avoir en tête qu'il y a des disparités régionales qui restent fortes en Afrique. On parle de plusieurs Afriques. Vous pouvez le voir sur la carte à droite. Effectivement, hein, le chiffre que tu as mentionné, Antoine, est correct. On est à 47% des populations africaines qui n'ont pas accès à l'électrification. Donc finalement, lorsque l'on pense mobilité, on ne pense pas forcément à l'électrification, on pense aux énergies standards, à la combustion, par exemple, aux énergies fossiles. Et ce que l'on observe aussi dans ce paradigme, c'est toujours et encore une opposition rural-urbain, avec finalement une augmentation de l'accès qui se fait plus en zone rurale en zone urbaine qu'en zone rurale. Et les pays dont la population sont les plus rurales, finalement, ont moins accès à l'électrification. On a tout de même une exception au Maghreb,
parce on avoisine carrément presque les 100% du taux d'électrification. Donc, on voit quand même avec la tête de file qui est le Maroc et l'Algérie, malgré une part des renouvelables qui reste très infime, donc 6,5%. Mais bon, on verra par la suite que les révisions des CDN et les différents objectifs et stratégies actuelles montent un peu plus la barre des énergies renouvelables dans le mix énergétique et dans le mix électrique, du coup. Donc, on remarque globalement qu'il y a un mix clairement qui est sous-exploité en Afrique, malgré des potentialités énormes, hein. On a énormément de potentialités en termes d'éolien, en termes d'hydroélectrique aussi, avec des barrages et des projets qui se mettent en place de plus en plus sur le continent, avec notamment l'accès au soleil. Donc ça, c'est un petit peu la logique, si vous voulez, surtout quand on vient de l'extérieur. On se dit, mais en Afrique, on a une ressource énergétique qui est le solaire, qui est énorme. Pourquoi ne l'utilisons pas suffisamment? Donc là aussi, il y a un manque de planification et d'infrastructure. Et on fait aussi face à un certain décalage. Quand je parle de centre-est, nord-sud-ouest, je veux parler de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. On a l'exemple de l'est de l'Afrique avec le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda qui ont des pourcentages de part des énergies renouvelables qui est énorme et qui finalement surpasse aussi la plupart des pays occidentalisés. Ils misent beaucoup sur l'hydroélectrique, sur l'éolien, par exemple. Donc, finalement, la part des énergies fossiles est à 30,4%, ce qui est relativement bas comparé au reste du continent, alors qu'à l'ouest, on est à plus de 77% de part des énergies fossiles dans le mix électrique. Donc, ça pose aussi des questions donc, environnementales, on en a parlé, ça pose aussi des questions de décarbonation, face notamment à la pression sur les ressources, qu'elles soient minières ou pétrolières, et qui révèle aussi le besoin de création de standards, justement, pour notamment l'importation des véhicules. Maroxan en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a peu de pays, finalement, en Afrique qui ont des standards sur l'importation des véhicules. Et avec la demande croissante en Occident et le rejet finalement, enfin, on se dit la quantité de véhicules, la quantité de véhicules diesel ou à essence occidentales, enfin, où est-ce qu'elles vont se retrouver? Si c'est en Afrique, avec le manque de standards dont on dispose, ça va être très compliqué niveau transition. Alors, dans le secteur du transport, pour aller plus dans le sujet, alors on observe que le mix énergétique, il prend une place, en tout cas l'électricité prend une place différente selon le taux de maturation et de gouvernance finalement des systèmes. Alors, on observe que dans des pays où on a des cadres de réglementation ou de la gouvernance qui est un petit peu plus accrue au niveau des villes, notamment à travers les autorités organisatrices de transport, on arrive à avoir des stratégies qui sont assez cohérentes finalement et qui, sur le long terme, prévoient une électrification croissante des systèmes de transport. Ça passe par la diversification des sources d'énergie décarbonée, donc avec une identification selon les territoires, parce qu'en Afrique de l'Ouest, on ne va pas finalement exploiter le même type d'énergie qu'en Afrique de l'Est ou qu'en Afrique centrale. Et dans les politiques de modernisation des systèmes de transport et de la mobilité urbaine, on fait également, on voit apparaître la part des énergies renouvelables qui est en augmentation, notamment avec des projets de métro, par exemple, de light rail qui seront électrifiés, notamment dans la ville d'Abidjan, avec des BRT qui seront électrifiés, toujours à Abidjan, à Nairobi, à Dakar, à Addis Abeba. Donc, finalement, dans les villes africaines qui souhaitent faire avancer leur politique de transport et leur système de transport, on remarque qu'il y a une volonté d'électrifier le système.
Et on fait, dans une mesure plus générale, on observe aussi le développement d'un certain nombre de projets d'innovation de mobilité électrique, donc plus en direction des mototaxis, qu'on observe beaucoup à l'Est, par exemple, mais plus globalement dans toute l'Afrique, mais qui sont effectivement majoritaires à l'Est, sur les vélos électriques également, et sur des véhicules légers. Je vous ai mis l'exemple des bus à gaz sur la droite d'Abidjan. Finalement, la société de transport abidjanais est la première société de transport à avoir doté une ville, donc une ville capitale d'un système de transport avec des bus électriques à gaz, donc au méthane plus précisément. Donc c'est aussi une avancée et ça montre qu'aujourd'hui, on a des capacités de faire avancer les questions sur ce mix énergétique, sur ce mix électrique, pardon, et plus particulièrement sur la décarbonation. Je vous ai également mis un extrait du projet de la feuille de route de la mobilité durable au Maroc, dont Slocat et Climate Change justement étaient partenaires en 2017, et qui montre aussi une volonté de l'État, enfin du Royaume du Maroc, pardon, d'élever non seulement l'électrification des transports aux plus hautes marges des politiques finalement. Et ça passe par plusieurs modes, par des bus, par des véhicules légers et par les 2 et 3 roues. Alors, pour conclure, alors aujourd'hui, moi j'aimerais me concentrer sur 3 types d'acteurs finalement qui peuvent faire avancer cette question du mix électrique. Donc tout d'abord le privé, aujourd'hui c'est une réalité sur le continent africain, c'est le privé qui drive finalement, qui apporte ce boost pour changer le paradigme du mix électrique décarboné. Donc avec le développement d'innovation, de mobilité électrique, malgré un manque d'accompagnement qui soit à la fois technique, institutionnel et financier, on a des solutions que j'ai mis à droite, mais il y en a d'autres, qui aujourd'hui arrivent à développer des solutions de services de mobilité à la demande, par exemple, à travers des taxis, à travers des mototaxis, à travers un système aussi de batterie rechargeable. Donc, on a beaucoup de solutions aujourd'hui. Donc là, il y a Nopia Ride, par exemple, au Kenya, Ampersand au Rwanda, Opibus au Kenya. Donc, Opibus, d'ailleurs, qui est la première manufacture de véhicules et de motos électriques sur le continent. Donc, qui sont designés en Suède, mais qui sont produits localement et dont l'ingénierie est kenyane. Donc, c'est une réelle avancée aussi pour le continent et c'est des initiatives à multiplier. Et ces entreprises font aussi la promotion et sensibilisent les acteurs étatiques pour justement opérer un changement de mentalité et avoir des investissements aussi qui soient accordés à la décarbonation finalement du transport par l'électrique. Il y a quelques États aussi qui s'engagent. Je pense à la République du Kenya, au Rwanda, je l'ai cité, au Royaume du Maroc également, qui mettent en place des politiques publiques, l'Afrique du Sud aussi, pardon, à travers des programmes des projets pilotes de véhicules électriques. Et finalement, on voit que ces engagements-là sont traduits institutionnellement. On a récemment à la COP26 le Kenya, le Maroc et le Rwanda qui ont signé la déclaration sur l'accélération de la transition vers des voitures et des vannes 100% zéro émission. Donc c'est aussi une avancée et c'est des engagements qui sont portés au niveau international. Et on a également la société civile qui se mobilise. Il y a d'autres ONG que Sustainable Transport Africa au Kenya ou que Fabio en Ouganda, sur le continent, qui aussi militent auprès des pouvoirs publics, qui font du lobbying pour sensibiliser également, au même titre que le privé, et qui effectuent aussi des travaux de recherche avec les universités, avec les chercheurs, les académiques, pour aussi développer des solutions de mobilité électrique sur le continent. Donc globalement, effectivement, je dirais que l'Afrique a des potentialités énormes, hein. Les solutions sont là.
J'ai pas tout cité, mais il y a beaucoup de choses. Et c'est véritablement l'aspect politique, l'aspect standardisation et l'aspect financement à l'innovation qui manque sur notre continent. Mais je reste optimiste et au regard des avancées, on voit qu'il y a de réels changements à opérer dans les prochaines années. Merci Charlène. Je rappelle que tu es donc présidente de l'Observatoire des mobilités africaines Movinon Lab Africa. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que c'était important de terminer cette discussion en évoquant la question des acteurs locaux, puisque l'un des enseignements du bilan cette année et l'un de nos sujets de discussion tout au long de cette matinée a été effectivement l'émergence de marchés de gros. C'est-à-dire le fait d'avoir une concentration des puissances, comme le disait Colin, on l'a vu en Grande-Bretagne sur la fourniture d'électricité, mais on le voit aussi dans le secteur de la mobilité, avec par exemple Tesla sur le marché de la voiture électrique, qui a atteint une capitalisation boursière absolument phénoménale ces derniers temps, qui opère des stratégies de remontée de filière, des stratégies de concentration pour sécuriser leurs approvisionnements en matières premières, mais aussi en batterie. On voit donc que les gros acteurs sont souvent mieux dotés pour gérer la transition. C'est important de voir que localement, en Afrique, dans le cas que tu viens de nous présenter, on trouve aussi des acteurs locaux qui sont capables de créer des filières et des chaînes de production, des chaînes d'approvisionnement qui soient régionalisées. Donc, merci beaucoup, Charlène. Je tiens à m'excuser pour toutes les personnes qui avaient des petites questions, qui souhaitaient intervenir. On a évoqué le cas de Dakar. Je sais que nous avons beaucoup d'amis sénégalais qui sont là aujourd'hui. On rappelle également qu'au sein du rapport, on a dédié un cas d'étude sur la ville de Dakar, la mobilité dans la ville de Dakar, parlant notamment du BRT et du TER qui sont en cours de projet. Et puis, je voudrais remercier donc évidemment donc tous les co-auteurs de ce rapport, l'équipe de l'Observatoire, tous ceux qui ont contribué à sa communication, également tous les experts qui se sont associés à nous pour écrire toutes les analyses que vous trouverez dedans. Le rapport est en ligne. Merci beaucoup Colin, Marouksa, Charlène et Pascal d'avoir accepté notre invitation ce matin. On apprécie vraiment donc toutes les analyses et tous les débats que vous avez pu nous permettre de soulever en écho à ce qu'on a pu écrire. On rappelle également que tout au long de la semaine, dès cet après-midi, vous pouvez nous retrouver à l'occasion d'autres ateliers virtuels. Cet après-midi, on parlera de la question justement des chaînes d'approvisionnement et de la place des grandes entreprises. Donc, on continuera le débat amorcé aujourd'hui. Donc, est-ce que les grandes entreprises sont les mieux dotées pour donner le tempo de la transition? On parlera également demain des technologies de rupture. Donc, rendez-vous à 15h cet après-midi pour le second débat. Demain matin, les technologies de rupture à 11h. On parlera donc d'hydrogène, de capture du carbone, de stockage de batteries également. Et puis, à 15h demain, on vous donne un dernier rendez-vous sur la territorialisation de l'action. On va parler forêt, on va parler bâtiments, on va parler transport à nouveau, et voir comment les gouvernements locaux sont aptes à faire avancer la transition sur les territoires. Merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier. On se voit cet après-midi ou demain. Je vous souhaite une belle semaine. Merci. Et je vous invite à lire le rapport. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.